Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Présidentielle 360. Voici les titres. François Fillon en meeting à Nantes, le premier d'une série de 3 cette semaine. Objectif, accélérer la campagne alors que son entourage saisit le procureur de Paris et le parquet financier pour des infractions commises selon ses proches par l'exécutif. On retrouvera notre envoyé spécial dans un instant. De nouveaux soutiens pour Emmanuel Macron. 10 sénateurs centristes emmenés par l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier annoncent leur ralliement au leader d'En Marche. Pour eux, il est le seul à pouvoir dépasser le vote paralysant droite-gauche. L'UDI dénonce une manipulation. On en parle dans cette édition. Comment mobiliser les jeunes à moins d'un mois du premier tour? Des municipalités organisent des cérémonies de remise des cartes d'électeurs pour inciter les 18-25 ans à aller voter, car l'abstention pourrait battre des records pour ce scrutin traditionnellement plébiscité. Et l'entrée dans le vote de ces indécis pourrait faire basculer cette élection. Analyse et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition en direct, #présidentielle 360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct du Sénat et Tam Tranui en direct de Nantes. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'actualité, c'est aussi la crise en Guyane. Alors qu'une grève générale a été votée, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, va dépêcher sur place une délégation de ministres avant la fin de la semaine. On l'écoute. Les bases d'une négociation structurée et apaisée doivent être établies avec tous les acteurs concernés du territoire, qu'il s'agisse des acteurs politiques, économiques ou sociaux. C'est pourquoi une délégation ministérielle sera sur place avant la fin de la semaine pour conclure ces discussions. Si toutefois, et j'insiste sur ce point, les conditions du respect et de l'ordre républicain sont réunies. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore une fois solennellement au dialogue, à la responsabilité et à l'apaisement. Il est crucial en effet que dans les prochaines heures, la mission interministérielle ait pu continuer à travailler pour que le déplacement des ministres soit fructueux. Et les ministres auront à faire face à la détermination des grévistes qui réclament un véritable plan d'urgence pour ce département français, contre l'insécurité, mais aussi pour l'accès aux soins. Jonathan van der Voort. En Guyane, les barrages filtrants se multiplient, comme ici, à l'entrée de Kourou. Les voitures sont bloquées, les passants obligés de progresser à pied. Cette ville, surnommée la ville de l'espace, est la vitrine économique de la Guyane, avec son centre spatial et ses départs de fusées. Les Guyanais protestent contre ce symbole qui cacherait la précarité de la région. Pas assez d'écoles, de professeurs, pas assez d'hôpitaux, un manque de sécurité. Les manifestants pointent du doigt les fonctions régaliennes de l'État, jugées insuffisantes. C'est une mobilisation générale dans le plein sens du terme, à savoir que tous les Guyanais de toute origine, de toute communauté y participent, et ce mouvement s'est répandu à toute la Guyane, qui est pourtant un département assez grand. 60 km plus loin, c'est l'aéroport qui se retrouve bloqué. Les écoles, l'université et les administrations sont aussi fermées. Cet après-midi, Bernard Cazeneuve a annoncé l'envoi d'une délégation de ministres avant la fin de la semaine, ce qu'exigeaient les manifestants. Vu la situation aujourd'hui de grève générale, paralysie totale du pays, du département, on mérite bien qu'un ministre se déplace. Plusieurs promesses ont déjà été faites par la délégation interministérielle. À l'aéroport, un scanner est prévu pour lutter contre le trafic de drogue. Les forces de l'ordre vont bénéficier d'effectifs supplémentaires et une enveloppe de 60 millions d'euros sera confiée à un centre hospitalier fortement endetté. 37 syndicats se sont unis pour voter la grève générale illimitée ce lundi. La tension ne faiblit pas en attendant les négociations. Après les attaques contre l'existence d'un supposé cabinet noir, les fillonistes ne désarment pas. Ils ont saisi le procureur de Paris et le parquet financier et réclament une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de Cécile Sixou. Opération contre-attaque dans le camp Fillon.
En évoquant l'ouvrage « Bienvenue place Beauvau » qui met en cause l'Élysée et un prétendu cabinet noir, François Fillon a ouvert la brèche. Sa garde rapprochée passe désormais à l'offensive et c'est François Baroin qui hier a donné le premier coup en demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Sur certains sujets, on serait fondé à imaginer que la représentation nationale dans le début de la législature se pose la question à travers une commission d'enquête parlementaire. C'est difficile à l'heure actuelle de le faire puisque nous sommes en séance suspendue, mais il y a suffisamment de points d'interrogation qui, par le passé, ont justifié que le parquet fasse mouvement, ont justifié que le Parlement fasse mouvement. Aujourd'hui, si proches du candidat LR, Bruno Retailleau, Philippe Bas, Christian Jacob, Nathalie Kosciusko-Morizet, Luc Châtel et Valérie Pécresse montent au front. Ils signent une lettre destinée au parquet de Paris et réclament l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les informations qui sont contenues dans ce livre sont extrêmement troublantes. Donc, ou elles sont fausses, ou elles sont vraies. Mais elles sont tellement graves en ce qu'elles décrivent un système qui est un système d'instrumentalisation à des fins politiciennes ou à des fins privées. Elles sont tellement graves que je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête. Corruption, trafic d'influence, atteinte à la vie privée, abus d'autorité. Les lieutenants du candidat LR ont même mâché le travail de la justice en fournissant clé en main une synthèse de 17 passages du livre où sont accolées les qualifications pénales correspondantes. Pure spéculation, manipulation de la réalité, répond de son côté le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Selon lui, le gouvernement n'est jamais intervenu dans des procédures judiciaires. Et on va tout de suite prendre la direction de Nantes pour retrouver notre envoyé spécial Tam Tranui. Bonsoir Tam. François Fillon tient donc ce soir un meeting, on l'a vu, un François Fillon à l'offensive alors que la campagne continue d'être dominée par les affaires. Oui, vous l'entendez peut-être autour de moi, eh bien, les militants qui sont ici nombreux sont en train de scander « Fillon, président, on va gagner ». On attend ici au moins 2500 personnes, on nous annonce 2500 places assises et il y a autour de moi pas mal de monde encore debout. On attend en plus des militants, des élus, avant tout de l'Ouest, parmi lesquels bien sûr le président de la région, Bruno Retailleau, également président du groupe LR au Sénat et fidèle parmi les fidèles. Il y a aussi des élus du Morbihan, de la Bretagne. On a vu plusieurs parlementaires, même qui est arrivé d'un peu plus loin, parmi lesquels, par exemple, le sénateur Jean-François Rapin du Pas-de-Calais, ou encore, bien sûr, un autre fidèle, Éric Ciotti. Alors, François Fillon devrait s'exprimer d'ici environ une demi-heure, après notamment l'intervention de Bruno Retailleau. Un discours à l'offensive également, où il devrait s'en prendre directement à l'exécutif. C'est ce qu'on nous annonce. Il devrait s'en prendre directement à François Hollande et à celui qu'il considère comme son dauphin, Emmanuel Macron. Dauphin, c'est le terme qu'il devrait utiliser tout à l'heure, parlant de la confiscation de l'élection par l'exécutif. Alors ici, eh bien, vous l'entendez, les militants veulent encore y croire, les élus ici. Il faut dire qu'il n'y a plus que 4 semaines avant le premier tour et qu'il faut dire aussi que François Fillon aurait pu être très chahuté lors de ce déplacement. Une manifestation l'attendait au Croisic notamment et c'est pourquoi il a annulé le train qu'il devait prendre ce matin. Merci beaucoup Tam et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Pas un jour sans un nouveau ralliement à Emmanuel Macron. Cette fois, c'est le camp centriste qui est victime du leader d'En Marche. 10 sénateurs, dont Michel Mercier, ancien ministre de la Justice du gouvernement Fillon, ont annoncé hier leur soutien dans une tribune publiée par le JDD. L'UDI dénonce une manipulation. Flora Sauvage. Chez les centristes, l'hémorragie se poursuit. Hier, une tribune publiée dans le journal du dimanche est signée par 10 sénateurs, dont 3 UDI, scelle le ralliement au mouvement d'Emmanuel Macron. Parmi les signataires, Michel Mercier, sénateur du Rhône et ancien ministre de François Fillon. Il met en avant la moralisation de la vie publique et une Europe forte. Au Sénat, les pro-Fillon tentent de relativiser. C'est pas rien de surprenant, ce sont nos amis du MoDem qui avaient décidé de soutenir Emmanuel Macron et il n'y avait rien d'extraordinaire. Là où on a un peu tiqué, c'est quand la presse a présenté ça comme étant des sénateurs UDI qui rejoignaient Macron. Non, l'équipe Macron a l'air de dire que tout l'UDI vient chez lui, c'est pas vrai. L'UDI, on l'a encore vu au Conseil national de dimanche, est très pour le candidat François Fillon. Nous avons passé un accord avec les Républicains, un accord législatif, un accord de gouvernement. Donc vraiment, il n'y a aucun problème.
Lors d'un conseil national à Paris samedi, le président de l'UDI a appelé ses troupes à garder le cap tout en prenant acte de ses départs. En déplacement à La Réunion, Emmanuel Macron, le candidat du mouvement En Marche, s'est félicité du ralliement de ses 10 sénateurs centristes. D'autres pourraient se joindre à eux dans les prochains jours. La semaine dernière, l'Institut Rexecode, proche du patronat, a passé au crible les programmes économiques des candidats. Problème, le chiffrage de celui présenté par Emmanuel Macron est surévalué selon l'entourage du leader d'En Marche. Jean Pisani-Ferry, qui le conseille, n'a pas apprécié et il le dit dans une lettre au goût amer. Sandra Sercara. Pour cet économiste, le programme d'Emmanuel Macron est coûteux. Il ne réduit pas le déficit, qui resterait à 3,4% du PIB, soit hors des clous européens. Des mesures qui restent sans chiffrage. Cet institut proche du patronat a fait ses calculs. Le coût total du programme d'Emmanuel Macron avoisine les 50 milliards d'euros. Son projet de retraite à points ne serait pas générateur d'économies. Le régime des retraites sont maintenus sans équilibre. Il n'y a rien là-dessus. Or, quand on fait la projection d'ici 2022, selon nous, il y a un déficit de régime de retraite de 16 milliards d'euros. Bien, on laisse ce déficit comme ça, mais c'est pas possible. Ou bien il va se passer, dans le courant du quinquennat, un rééquilibrage du régime de retraite pour revenir aux 3%. L'équipe du candidat rejette ces critiques et assure que sur 5 ans, il n'y aura que 15 milliards de dépenses nouvelles. Les mesures de remboursement à 100% des lunettes et prothèses auditives ne plomberont pas le déficit, assure cet économiste proche du candidat d'En Marche. Dans notre chiffrage, nous nous appuyons sur le fait que nous allons ouvrir à la concurrence les secteurs qui sont concernés, ce qui aboutira à faire baisser les prix. Et donc, il n'est pas nécessaire d'engager des dépenses publiques supplémentaires. Encore une fois, on s'appuie là-dessus sur des travaux qui sont documentés, qui sont publiés dans des revues académiques internationales, chose que l'Institut CE Rexecode n'a absolument pas pris en compte dans sa démarche. Alors que d'après certaines études, plus de la moitié des Français pensent que le programme économique d'Emmanuel Macron améliorera la situation économique de la France. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une réaction à ce chiffrage, on l'a vu, contesté du programme économique d'Emmanuel Macron. Saveria, vous êtes avec la sénatrice Nicole Bricq. Absolument. Bonjour Nicole Bricq. Bonsoir. Alors justement, que répondez-vous à ces critiques, ce qu'on vient de voir sur le chiffrage du programme économique d'Emmanuel Macron? Cette étude parlait de 35 milliards de dépenses nouvelles. Moi, je crois que Pisani-Ferry, qui a bouclé le programme pour Emmanuel Macron, a répondu. Il faut être sérieux et Emmanuel Macron l'est. Il a eu une démarche inédite, c'est de présenter avant un programme, un cadrage macroéconomique et budgétaire cohérent. Alors, évidemment, c'est normal en période électorale si près du but, en plus du premier tour, de se critiquer. C'est plutôt sain pour la démocratie, mais il faut le faire avec sérieux. Et moi, ce que je note surtout dans la campagne, c'est que Emmanuel Macron ne fait pas de promesses complaisantes. Il prend des engagements forts. Il les chiffre, notamment en termes d'investissement. 50 milliards d'investissements, ce n'est pas rien. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, c'est chiffré, c'est... Absolument, puisqu'il l'a annoncé, ça a surpris, il l'a précisé auprès des collectivités locales réunies la semaine dernière par l'Association des maires de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il redonne au travers de cette mesure du pouvoir d'achat aux ménages, il les prend en compte et en même temps, il rassure les collectivités, ce seront des dégrèvements, qui est une procédure classique quand on prépare le budget. Donc ça veut dire que les collectivités locales ne voulaient pas entendre le mot de compensation parce qu'ils savent que l'État ne compense jamais tout à fait. Les dégrèvements ne font pas problème. Une question sur un autre sujet qui concerne également Emmanuel Macron, c'est ralliements de sénateurs centristes. Est-ce que ça ne commence pas à faire beaucoup, à faire trop, tous ces ralliements de gauche, de droite, du centre? Ces soutiens, c'est comme ça que je les appelle, se sont faits par leurs auteurs en toute liberté. Parce que
ils correspondent... L'UDI dénonce une manipulation. Oui, c'est normal. Monsieur Lagarde, qui a participé à la primaire de la droite, qui soutient Monsieur Fillon, candidat à la présidence, il ne va pas dire du bien de ceux qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron. Mais ces soutiens ne sont pas, pour leurs auteurs, comme d'autres le prétendent, des garanties qui est ministre, qui est ceci, qui est cela. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de répondre aux défis de la France. Et il considère que justement le programme d'Emmanuel Macron, sa crédibilité à l'étranger, est un facteur de réassurance pour la France. Est-ce que ces soutiens, ces ralliements engagent le candidat Macron? Il les respecte. Il ne les a pas travaillés. Mais il les respecte, ça montre qu'il est capable, et le débat de la semaine dernière, du reste, à la télévision, a montré qu'il était capable d'entendre ce que disent les autres, et d'écouter, d'entendre et de reprendre certaines de leurs propositions. En retrait, justement, pendant ce débat. Non, il a montré qu'il n'était pas monsieur je sais tout de la politique. Il a eu une image humaine. Et il a su se poser en adversaire numéro 1 de Madame Le Pen. C'était quand même ça le sujet. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame Brink d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria pour cette réaction en direct. Une cérémonie citoyenne pour inciter les jeunes à voter. La mairie de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne a organisé une remise de cartes d'électeurs pour les primo-votants. Un moyen aussi de lutter contre l'abstention des 18-25 ans. Reportage de Sandra Cerquera. Le suffrage universel a toujours été limité en premier lieu aux hommes. Puis au lycée... Ils ont tous 18 ans et vont voter pour la première fois en avril prochain. Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir à quel point, finalement, vous êtes sensible à cette cérémonie de la citoyenneté et à la citoyenneté tout court. De la fierté pour beaucoup, Nassim parle, lui, d'une prise de conscience. C'est vraiment de l'avenir de notre pays qui est en jeu et qu'il faudrait prendre ça avec plus de responsabilité. Et c'est l'erreur que les jeunes font, c'est qu'ils ne prennent pas ça assez au sérieux. Pour Enzo, qui soutient François Fillon, cette campagne est trop polluée par les affaires. Le manque de fonds n'aidera pas les jeunes à s'intéresser à la présidentielle, selon lui. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « moi je vote blanc, moi je m'en fous, moi… » Voilà, je pense que ce sera le cas. À moins de 40 jours de l'élection, ils sont encore nombreux à être indécis, comme la majorité des Français. Andrea hésite-t-elle entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, mais elle est certaine d'aller voter pour faire barrage aux extrêmes. On l'a bien vu aux États-Unis. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas allés voter et c'est Trump qui est passé. Donc si on s'abstient alors qu'on a la chance d'être en démocratie, ce serait bête. Lutter contre l'abstention, c'est bien l'objectif de cette cérémonie de la citoyenneté, où les cartes d'électeurs sont remises en main propre. La mairie de Chevilly-Larue l'organise depuis 4 ans. C'est nécessaire de montrer à quel point il est nécessaire de voter et donc de montrer que ce passage dans la citoyenneté a une vraie valeur. Oui, je pense que c'est encore plus nécessaire qu'avant. Car selon les dernières études, l'abstention s'élèverait à plus de 50% chez les 18-25 ans. Et parmi les sondés qui prévoient de voter, le Front National est celui qui rassemble le plus. Et on ouvre le premier débat de présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Pierre Cazeneuve, bonsoir. Vous êtes le fondateur du parti Allons Enfants. Vous l'avez fondé en 2015. La priorité, c'est de donner la parole aux jeunes et de montrer aussi qu'il existe une autre manière de faire de la politique. On va en parler dans un instant. J'accueille également Antoine Bueno. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur du livre Nos votes manifestent pour l'abstention aux éditions Autrement. Merci d'être avec nous. Nicolas Framont est également sur ce plateau. Bonsoir, sociologue, co-rédacteur en chef de la revue Frustration. Et enfin, Jean-Philippe Moinet, bonsoir, directeur de la revue Civique. Première question pour vous, Pierre Cazeneuve. Quel regard portez-vous sur ce type de cérémonie, ce qu'on a vu à Chevilly-Larue? Est-ce qu'il faut donner une dimension officielle à la remise des cartes d'électeurs? Est-ce que c'est un bon moyen d'entrer dans la citoyenneté, selon vous, et d'inciter justement les jeunes à aller voter?
Je pense que c'est un bon moyen et il y a de plus en plus de mairies qui le font. À Saint-Cloud, dans ma ville, ils le font aussi. Je pense que ça permet à des primo-votants, et c'est généralement des gens qui ont tout juste 18 ans, de pouvoir se rendre compte de la dimension nécessaire du vote. Après, je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut multiplier la pédagogie, dire que c'est important, que des femmes se sont battues, quand on parle voilà, de la parité en politique aussi. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours à 50% d'abstention, c'est moins de 25 ans. Ça veut dire que c'est pas forcément, il n'y a pas 50% de personnes qui ne savent pas que c'est pas important de voter. Je pense que le rejet de la politique, il est plus important que ça. Et donc, oui, c'est très bien. Est-ce que c'est suffisant? Sûrement pas. Ouais. Voilà. Antoine Bonneau, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop tard, ce type de cérémonie, selon vous, pour justement inciter les jeunes. On voit que l'abstention s'est installée durablement chez les 18-25 ans. C'est un signe aussi de dévitalisation de la démocratie, selon vous? Non, c'est exactement l'inverse. Pour moi, tout ça, là, ces petites cérémonies, c'est parfaitement ridicule. C'est totalement bisounours, c'est bon enfant, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments, mais en fait, c'est de la propagande. Parce qu'il y a une confusion fondamentale qui est faite entre l'inscription sur les listes électorales. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi elle n'était pas automatique. Alors oui, elle l'est maintenant. Voilà, mais ça ne l'a pas été pendant très très longtemps et c'est donc extrêmement récent. Et donc effectivement, il faut absolument être inscrit sur les listes électorales parce que quand on n'est pas inscrit sur les listes électorales, on peut même pas s'abstenir. Mais pour moi, le fait que l'abstention progresse, moi qui l'appelle de mes voeux cette abstention, une abstention active, c'est au contraire une très bonne nouvelle. C'est la preuve qu'il y a une aspiration à une véritable démocratie, sachant que notre système, beaucoup de gens ne le savent pas, mais n'est pas la démocratie. Jean-Philippe Moinet, vous entendez Antoine Bonneau qui appelle de ses voeux une abstention active. J'aimerais savoir comment il qualifie notre système. Notre système est une oligarchie élective. C'est un système de représentation qui a été inventé dans des circonstances historiques que vous connaissez bien, très précises, au moment de la Révolution française, quand une partie de la population avait fait cette révolution et a trouvé un moyen de conserver le pouvoir entre deux systèmes de régime qui existaient, à savoir la monarchie absolue et la démocratie directe. Mais nous avons heureusement un état de droit, mais ça n'est pas la démocratie. Vous trouvez que c'est irresponsable ce type de propos? Non, irresponsable non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément considérer comme positif d'appeler les gens à ne pas participer à l'acte démocratique qui reste un acte majeur qu'on y participe. On n'y participe pas d'ailleurs parce que certains sont plus mobilisés que d'autres. Et on voit bien que, notamment du côté des extrémismes, la question ne se pose pas. Donc il y a des mobilisations à géométrie variable et je pense que tout citoyen peut apprécier l'idée démocratique de participer. On ne peut pas se satisfaire, autrement dit, d'un désintérêt qu'on voit bien présent pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais très présent dans notre pays. L'étude d'ailleurs annuelle du CEVIPOF Sciences Po sur les défiances, chaque année on croit que le plafond des défiances est atteint et en fait à chaque fois on voit que les défiances sont de plus en plus importantes. S'ajoute cette fois-ci, c'est vrai, alors que la présidentielle faisait plutôt exception à la règle de l'abstentionnisme croissant des élections dites intermédiaires. Cette fois-ci, on voit que dans les déclarations, on verra si au moment du vote, ça va changer, parce qu'on voit aussi apparaître le last minute vote, y compris en termes de choix de son candidat et même du principe même d'aller voter. Donc il peut y avoir des évolutions jusqu'au dernier moment. Mais elle reste effectivement estimée à 32%, ça serait un score inédit, effectivement historique pour l'abstention. Inédit pour une présidentielle. Nicolas Framont, c'est un symptôme quand même qu'il faut réfléchir, et il y a des moyens aussi de faire face à ce désintérêt par différents. C'est pas un désintérêt, pas forcément, il y a plusieurs types d'abstention. Non-participation, qui est un signe parmi d'autres de la distanciation. Qui est un moyen de participer. Qui est un moyen c'est effectivement ce que vous dites aussi, Nicolas Framont. L'abstention, c'est un message politique, mais est-ce qu'aujourd'hui, notre système permet d'en tenir suffisamment compte? Alors non, en fait on a un système politique qui peut très bien continuer avec des taux d'abstention complètement faramineux. C'était le cas lors des élections locales, on a approché les 50%, ça n'a pas empêché les choses de fonctionner. Donc la question qu'on doit se poser, et c'est pour ça que moi aussi ce genre de cérémonie me pose problème, c'est est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Est-ce qu'on est dans une démocratie représentative où les représentants doivent tenir compte de l'avis du peuple? A priori, en ce moment, non. Ça fait plusieurs années que les citoyens se rendent compte que leur avis n'est pas écouté, que le mandat qu'ils donnent ou le programme pour lequel ils élisent quelqu'un n'est pas respecté, que les référendums pour lesquels ils votent ne sont pas suivis, que les primaires auxquelles on les enjoint à participer finalement donnent lieu à une recomposition qui n'a rien à voir avec le choix qu'ils ont exprimé. Et donc pour moi, je trouve que ça me semble difficile de ne pas comprendre ce qui est en train de se jouer en ce moment, de ne pas comprendre le message qui est envoyé. De là à dire que s'abstenir va résoudre la situation, je ne crois pas, parce
parce que précisément, nos institutions sont capables de vivre sans votant, sont capables de vivre sans peuple, sont capables de vivre sans son assentiment. Et je suis tout à fait d'accord avec Antoine Benoît là-dessus. Le problème, c'est qu'on est effectivement dans une sorte d'oligarchie élective. Et qui plus est, je rajouterai aussi le problème, qui pour moi nourrit l'abstention, c'est aussi la déconnexion croissante d'un point de vue sociologique entre, disons, l'électorat, la plupart des gens, on va dire le peuple ou la population, et nos élites politiques qui font de plus en plus partie de la grande bourgeoisie. On le voit actuellement, l'affaire Fillon, ça nourrit ça. C'est-à-dire qu'en découvrant l'affaire Fillon, on découvre pas seulement les problèmes judiciaires, etc. On découvre un homme, on découvre un milieu social, on découvre des prix de costumes, on découvre tout ça, on découvre des conflits d'intérêts, et du coup on se dit mais à quoi bon donner mon suffrage à des gens qui ne me ressemblent en rien socialement? Alors justement, vous avez peut-être la réponse, Pierre Cazeneuve, avec votre parti. C'est ce que vous essayez de montrer, qu'on peut faire de la politique autrement. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, moi j'ai envie de dire que c'est possible. Alors forcément là ça a été très... Je pensais pas être le plus modéré sur le plateau. Non mais c'est vrai que voilà, on peut décrier ces cérémonies, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais moi voilà, il faut aussi défendre un peu ces quelques mesures un peu tournées vers les jeunes parce qu'elles sont rares aujourd'hui. Alors il y en a qui peuvent contester en s'abstenant. Nous avec Allons Enfants on a décidé de faire autre chose. On s'est rendu compte que si les gens vont pas voter, c'est parce que justement il y a une crise de la représentation, de la représentativité, et qu'on se reconnaît pas dans les élus, qu'on découvre une casserole à chaque coin de rue, etc. Et donc nous on s'est dit bah voilà, pour redonner les gens envie de voter, on va présenter des candidats qui leur ressemblent. Et donc du coup, ce qu'on a fait à Saint-Cloud, on sait qu'il y a 50% d'abstention chez les jeunes en 2017, on s'est présenté à 35 jeunes de moins de 25 ans. Simplement, empiriquement, la participation elle a pris 15 points. Nous on a fait 16%. Voilà. Donc je pense aussi que chacun peut critiquer et proposer des solutions à sa manière. Moi je pense que pour sauver un peu cette démocratie qui se perd, il faut arriver avec d'autres représentants. Non. Voilà. Alors justement, alors pour moi, on se trompe. Est-ce que c'est vrai qu'on pourrait avoir le sentiment qu'on a quand même une offre politique renouvelée aujourd'hui quand oui, on voit le profil des candidats tout à fait, absolument. Et c'est exactement le contraire de mon discours. On se focalise exclusivement sur la question de l'offre politique, c'est-à-dire de qui sont les candidats, quelles sont leurs personnalités, quels sont leurs affects, quels sont leurs programmes, est-ce que c'est l'homme ou la femme providentielle, est-ce qu'ils sont vertueux. On est, à mon avis, complètement à côté de la plaque, parce que le problème, c'est les structures de sélection de cette offre politique. Des structures qui font que dans notre système, comme dans tous les systèmes, il y a des appareils de parti, c'est ça que vous appelez les structures? Non, pas du tout, c'est les institutions. C'est-à-dire que vous présentez sans doute des gens nouveaux et très bien, mais admettons par fait extraordinaire qu'ils soient élus. S'ils sont élus dans des assemblées, les assemblées dans notre pays n'ont pas de pouvoir. Donc on ne va pas les blâmer de rien faire, ils ne le peuvent pas institutionnellement. Et puis vous allez avoir certains de vos élus qui seront dans des exécutifs, qui sont eux aussi piégés par notre système institutionnel qui est par nature clientéliste et carriériste. Donc moi je dis qu'il faut changer les institutions et après l'offre politique suivra et les politiques véritablement réformatrices pourront advenir. Ouais, Jean-Philippe Moinet. Non, sur un point je suis d'accord sur le fait que la question de la défiance n'a pas été suffisamment traitée, c'est moins qu'on puisse dire, depuis 10 ans, parce que le phénomène a pris une proportion importante depuis au moins 10-15 ans. Et à force d'attendre, c'est vrai que finalement la marmite peut à un moment donné exploser, soit par le rejet général, soit par les extrémistes, soit par le retrait du mode de scrutin, de l'acte du scrutin et du vote. Et donc je pense qu'il y a 2-3 chapitres sur lesquels, comme l'insatisfaction est devenue le sujet de la présidentielle, l'insatisfaction démocratique. Il faut traiter cette question en investissant la réforme des institutions ou du système politique et institutionnel. Il y a 2-3 sujets. Il y a celui de la représentativité, ça a été évoqué quand même, des élus dans les institutions. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la place de la société civile, la place des jeunes, la place de diverses catégories qui ne sont pas forcément très représentées à l'Assemblée ou au Sénat peut être un des sujets au cœur des projets présidentiels. On l'entend peu. Le deuxième sujet, c'est quand même celui de la consultation des citoyens au-delà des personnes. C'est-à-dire qu'on demande à des citoyens d'élire des personnes, de faire un choix entre des personnalités, et pas souvent, voire pas du tout, sur des enjeux, sur des sujets, sur des questions. Diverses études d'opinion montrent qu'il y a un appétit démocratique. Il y a le rejet des politiques, mais pas de rejet de la politique. Et il y a même un souhait de participer par des consultations qui ne sont pas forcément référendaires,
qui n'ont pas forcément force de loi, mais au moins qu'on consulte les citoyens sur des orientations, sur des mesures, sur des propositions. Ce volet de la participation ou de la consultation des citoyens est sans doute en France insuffisamment développé. Et il y a aussi le gros sujet de la moralisation de la vie publique. Et on voit bien que il y a des choses qui étaient peut-être acceptées il y a 10-15 ans qui ne le sont plus aujourd'hui. Et cette question de la moralisation de la vie politique doit être approfondie à l'occasion de cette présidentielle et après la présidentielle pour quand même réconcilier les citoyens avec le moment de l'élection et notamment pour les plus jeunes qui ont besoin aussi d'avenir comme les autres et de voir l'avenir aussi par la politique. Donc il ne faut pas jeter la politique avec l'eau du bain de la défiance. Il faut au contraire restaurer le lien civique avec la politique par différents biais qu'on a pu évoquer très rapidement. Nicolas Framont, est-ce qu'il faut rendre d'ailleurs le vote obligatoire selon vous? Alors non, moi j'y suis totalement opposé. D'une part, c'est une mesure il s'agit simplement de forcer la main à des gens qui font un geste politique et plutôt que de traiter les causes, vous traitez les symptômes. Et puis d'une part, quand on voit le profit de ceux qui votent moins, ça veut dire que vous voulez taxer davantage, vous voulez faire payer les classes populaires et les jeunes. Donc ça, c'est pas possible. Et personne ne peut soutenir ça décemment en pensant aux conséquences. Mais je voudrais revenir sur la question de l'offre politique. Je suis d'accord avec vous, les personnes, ça a moins d'importance qu'évidemment ceux à laquelle on l'accorde actuellement. En revanche, il y a quand même eu un problème ces 10 dernières années, ça a été l'homogénéisation de l'offre politique, de l'offre idéologique. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des candidats, avec des partis qui proposent globalement la même politique économique. C'est encore le cas à l'heure actuelle. Alors ça bouge un petit peu plus, notamment sur la gauche, mais sinon on a eu un gros problème. Et c'est lié aux représentants eux-mêmes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où de plus en plus de personnes font partie d'une même classe sociale, avec ses intérêts, avec ses obsessions, l'impôt sur la fortune par exemple, pourquoi l'impôt sur la fortune revient tout le temps actuellement dans le débat par Fillon, par Macron, etc. C'est parce que c'est quelque chose qui embête un milieu social qui n'est loin d'être la majorité de la population, mais qui est celui quasiment qu'une bonne partie de notre personnel politique connaît le mieux. Donc le renouvellement des personnes va avec le renouvellement des programmes. Il faut penser les deux. Mais moi, je trouve ça très bien de changer les personnes. Et je pense que de toute façon, si on veut éviter de continuer dans cette apathie qui va mener progressivement à de la révolte, à de la colère, et c'est déjà le cas, il va falloir à fond renouveler les programmes. Il va falloir sortir de cette espèce de consensus libéral qu'on a depuis les années 80, qui consiste globalement à quoi finalement? À s'opposer sur des questions techniques, comment obtenir un point de croissance, comment amener le plein emploi. Et ce sont finalement des débats d'experts qui se substituent au débat de quelle société on veut et qui est extrêmement importante. Pierre Cazeneuve. Je rejoins vraiment sur la nécessité de changer aussi les idées. Et quand on arrive avec des candidats qui ont moins de 25 ans, comme ça va être le cas en juin, on arrive avec des idées nouvelles. Parce que de toute façon, on est une génération native d'Internet, parce qu'on a une meilleure compréhension des enjeux, parce qu'on peut se projeter dans le long terme. Aujourd'hui, les gens qui décident la loi, ils seront plus là pour en subir les conséquences. Et ça, c'est un véritable problème. Et ça aussi, ça pousse à l'abstention. Mais j'aimerais bien revenir d'abord sur ce qu'a dit Antoine Bueno. La vraie question, quand tu disais, voilà, il faut changer les institutions. D'accord, peut-être. Mais aujourd'hui, si tu ne te présentes pas, si tu n'as pas un acte, si tu ne vas pas dans l'arène politique pour porter ces idées, tu ne peux pas changer la politique. Et c'est pas en écrivant un livre que tu vas le faire. Eh bien si, justement. Allez-y, Pierre Cazeneuve. J'ai été modestement élu au conseil municipal d'une petite commune, donc c'est une assemblée où pour le coup on décide les choses, on décide le quotidien de notre ville. Voilà, moi j'ai changé les règles du jeu. Aujourd'hui, Saint-Cloud, c'est la première ville de France où toutes les mesures, toutes les délibérations du conseil municipal sont mises une semaine à l'avance sur Internet et chacun peut les voter. Mais voilà. Par exemple, en termes de démocratie directe, voilà, on peut le faire aussi en arrivant dans l'institution. C'est juste, à mon avis, on peut avoir des points de conflit, etc. L'abstention n'est pas reconnue. Non, mais je vais directement répondre pour avoir les idées extrêmement claires. Comment une société évolue? Eh bien, elle n'évolue pas uniquement du fait des partis, c'est-à-dire de ces organisations qui sont là pour prendre le pouvoir et, on l'espère, appliquer un programme. Elle évolue aussi parce qu'il y a un certain nombre de forces qui constituent la société, qui sont la société civile et qui font que les mentalités évoluent, et les partis se font le catalyseur, se font le tambour de ces évolutions-là, et c'est ça qui donne leur politique. Quand j'écris un livre, je ne suis pas un parti politique, je suis juste
Je fais partie de cette société civile qui oriente, qui essaye de mener le combat de la manière de voir le monde, des idées, et c'est le combat qui est premier, parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu vas mettre en œuvre vient de là. Et je ne sais pas quelle était votre question précisément sur le vote blanc. Oui, le vote obligatoire. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me hérisse le poil plus que ça, parce qu'il y a deux catégories de vote obligatoire. Il y a vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc. Ça, pourquoi pas, ça peut tout à fait se tenir, mais sans reconnaissance du vote blanc, comme le disait très bien mon camarade, c'est une forme de suffrage censitaire inversé. C'est formidable. Ça veut dire qu'on est pauvre, on est obligé d'aller voter parce qu'on ne peut pas se permettre d'être abstentionniste. On est Madame Bettencourt, au contraire, on peut se permettre de ne pas aller voter. Alors, le vote blanc, symboliquement, c'est supérieur parce que moi, c'est sans ambiguïté. Mais dans notre système législatif actuel, c'est se faire avoir 2 fois parce que ça compte pas dans les suffrages exprimés, donc ça compte pas. Mais ensuite, voter blanc, c'est encore voter, c'est-à-dire que ça augmente le taux de participation, donc la légitimité de celui ou celle qui est élu, exactement le résultat inverse de celui recherché. Justement, Jean-Philippe Moinet, que se passe-t-il si l'abstention atteint un score plus élevé qu'un candidat au premier tour? On l'estime à 32%, cette abstention. Oui, ceci dit, avec l'enjeu de la présidentielle, il peut y avoir quand même une réduction de ce taux, et notamment entre les 2 tours, parce que beaucoup de citoyens vont se rendre compte quand même qu'il va se jouer, sans doute en France, une bataille frontale. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait forcément le consensus, surtout dans la vie politique française. Il y a quand même des candidats qui sont dans des radicalités très exprimées, y compris dans l'interventionnisme étatique. Donc le consensus libéral, il n'est pas forcément majoritaire dans le spectre politique tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que cette question pose problème, effectivement. C'est la question de la légitimité de celui qui aura été candidat, non seulement du premier et vainqueur du deuxième tour, avec un score du premier qui, en référence aux inscrits, peut être autour de 15%. Où le choix positif peut être celui-là. Après, il y aura la mécanique du deuxième tour, fait qu'il y a des logiques de rassemblement qui sont quelque part recherchées par la mécanique du deuxième tour, et qui fait qu'évidemment, l'élu aura 50% plus une voix, et sans doute beaucoup plus si la question sera du parti d'extrême droite face à un parti qui ne l'est pas. Donc, la question de cette importance de l'abstention devra être traitée ensuite par les acteurs politiques et par la capacité des acteurs politiques, notamment institutionnels au Parlement, ici au Sénat et à l'Assemblée, de trouver les formules pour une meilleure représentativité, une meilleure consultation et encore une fois des chantiers qui réconcilient, non pas au minimum, mais au maximum les Français avec leurs élus. Et c'est vrai que ce qu'on voit au niveau local est beaucoup plus nuancé. D'ailleurs, on voit que les défiances sont beaucoup amoindries encore au niveau des élus locaux, et l'exemple évoqué à l'instant dans les mairies est important. L'abstention, elle est traitée depuis 20, 25, 30 ans parce que toutes les mesures de réforme, de modernisation de notre système représentatif, elles sont prises pour de multiples raisons, souvent conjoncturelles, des affaires, etc. Mais aussi sur le fondement... Non, c'est pas du tout limité. Au niveau des réformes au quinquennat, à la parité, c'est pas limité, au financement de la vie publique, à la moralisation de la vie publique, à la haute autorité, au cumul des mandats, c'est pas limité. Mais c'est le fruit de l'interprétation du système représentatif, et c'est des tentatives pour faire revenir les électeurs aux urnes. Or, cette abstention, si elle se structure demain, elle pourra exprimer ce qu'elle demande comme réforme institutionnelle pour revenir aux urnes. Et là, ça change le rapport de force et ça change la nature des choses, et peut-être qu'on arrive un peu plus à la démocratie. Nicolas Framand, je voudrais qu'on revienne sur ce paradoxe aussi qui a été évoqué ici. Il y a un fort intérêt pour le scrutin présidentiel. Les inscriptions en général sur les listes électorales sont en hausse, et au final, eh bien, on nous prédit, on le disait, une abstention record. Alors spécifiquement sur ce scrutin, je trouve qu'il y a des choses qui ravivent l'intérêt pour la politique, qui est le fait qu'il y a quand même un certain renouvellement d'offres politiques. Il y a quand même des vieux partis qui disparaissent, le Parti socialiste qui s'effondre, qui laisse la place à de nouvelles forces. On a un semblant de renouveau de la vie politique avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour moi, c'est la synthèse de toutes ces vieilles idées libérales. Et d'ailleurs, à propos de Macron, c'est pour moi une preuve que le jeune âge ne garantit pas le renouvellement des idées, puisque pour moi, on a quelqu'un qui nous propose à peu près la même chose qu'est-ce qui a été fait depuis 20 ans. Il intéresse un peu plus les jeunes que les autres. Ah oui, mais c'est une affaire de style, c'est pas une affaire de fond. C'est vous qui le jugez, mais vous avez votre liberté de jugement. Je le juge effectivement, mais quand vous regardez le contenu programmatique, etc., c'est la radicalisation de certaines choses qui ont été menées il y a 5 ans, qui ont été menées sous Sarkozy, on en reprend, etc. etc. Mais spécifiquement, sur ce qui est d'enjeu de ce scrutin, je pense qu'il y a aussi du flou. Voilà, il y a du flou lié, il y a eu du flou, on a vu autour de la candidature de M. Fillon, va-t-il rester, va-t-il partir ? Il y a du flou aussi, on a vu
autour du programme d'Emmanuel Macron. Par exemple, il l'a annoncé tard. Alors du coup, des gens se sont enthousiasmés pour lui, ensuite ne savent plus trop. Il y a du flou autour de la candidature de M. Toute cette indécision, ça va se retrouver, ça va peser au premier tour? Moi, je pense que ça peut permettre d'expliquer pourquoi beaucoup de gens sont indécis, ne sont pas sûrs d'aller voter. C'est-à-dire qu'on est à 27 jours, je crois, du premier tour. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas clairs, ni sur leur rapport les uns par rapport aux autres, ni pour ce qu'ils proposent au pays. Et je pense que ça doit jouer. Et puis, bon, tout simplement, il y a aussi une fatigue de rejouer toujours le même phénomène, les mêmes espoirs qui vont potentiellement être déçus, etc. Et moi, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui soient fatigués de ça. Pierre Cazeneuve, on parlait d'Emmanuel Macron sur la méthode, sur la démarche. Ça a pu séduire aussi, on le disait, les primo-votants dans le mode de fonctionnement du parti qui se veut justement en dehors des partis. Oui, alors, je préfère préciser que je n'ai rien à voir. Et évidemment, la jeunesse n'est pas la garantie de quoi que ce soit. C'est quand même un bon vecteur, on va dire. Voilà. Je pense qu'il arrive déjà ce côté transpartisan. Je pense que une des raisons de l'abstention aussi chez les jeunes, c'est que ils ne se reconnaissent dans aucun parti. Et c'est normal, parce que ces partis représentent quand même pas grand-chose. Et donc, du coup, en arrivant avec cette dimension, voilà, ni droite ni gauche, en balayant d'un revers de la main, aller sur une espèce de prisme binaire qui ne reflétait plus la complexité de l'offre politique, je pense que déjà, il parle plus aux jeunes. Après, bien sûr, c'est quelqu'un qui est modestement... à peu de choses près issu de la société civile, au moins c'est le seul qui a travaillé dans le privé avant de faire de la politique, parce que c'est quand même, il faut voir, quoi, aujourd'hui... De qui parle-t-on? Quand on parle de professionnel à la politique, c'en est pas tout à fait un. Et enfin, dans la communication aussi, et dans son recrutement, je pense, parce que déjà, la communication, forcément, c'est un très bon communicant. Il est jeune, il a très bien su manier les réseaux sociaux, un peu comme Jean-Luc Mélenchon. Et après, dans le recrutement aussi, voilà, son équipe est potentiellement et globalement plus jeune, donc ça peut parler. Et c'est pour ça on disait que le Front National était en tête dans les sondages. Je pense que c'est aussi parce que c'est un parti qui a focaliser son message sur la jeunesse. C'est un parti qui a su mettre des représentants jeunes, que ça soit David Rachin, que ça soit Maréchal Le Pen. C'est un parti qui fait extrêmement confiance à ces jeunes militants qui sont intégrés dans l'organigramme général. Et voilà. Qui a instrumentalisé le ni gauche ni droite à sa manière d'extrême droite aussi, pour échapper au clivage gauche-droite. Mais au moins, Antoine Bueno, on arrive bientôt au terme de ce débat. Peut-être un mot pour conclure, puisque vous appelez de vos voeux à cette abstention, et pourtant, c'est la clé de cette présidentielle, selon vous. Elle pourrait faire basculer, on le disait, le résultat, avec ces indécis qui peuvent se mobiliser dans les tout dernières 24 heures. Non, mais moi j'en appelle à une abstention qui est une abstention raisonnée. Je dis quelque chose d'extrêmement simple. Je dis que si on veut que les choses continuent peu ou prou comme elles sont, que la société, finalement, n'y a intérêt, que ces grands équilibres fonctionnent, il vaut mieux voter, parce que c'est ça la promesse du système, c'est fondamentalement pas l'immobilisme mais la conservation. En revanche, si on appelle de ses voeux des réformes beaucoup plus profondes, si on pense qu'elles sont urgentes, à mon avis oui, il vaut mieux s'abstenir et le dire et demander des réformes institutionnelles pour que d'autres politiques puissent un jour advenir. Demander par quel biais, on ne sait pas trop. Mais... on le sait très bien, mais Emmanuel Macron est très fort là-dedans. C'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est la structuration de plateformes. On ne change pas les institutions avec Facebook, c'est... on peut s'exprimer avec Facebook. On peut s'exprimer, mais il ne faut pas s'exprimer, il faut agir. Quoi. Oui, mais en fait, avant la Révolution française, il y a eu les Lumières, mon grand. Et c'est parce que des gens ont pensé les choses que la Révolution est advenue. Antoine Bueno, merci Pierre Cazeneuve, merci Nicolas Framont, merci Jean-Philippe Moinet d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Merci. La campagne vue du terrain, direction l'Indre-et-Loire à présent, c'est le fief de la sénatrice communiste Marie-France Beaufils. Elle soutient Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, dans sa commune communiste depuis 1923. Vous allez le voir, elle est en terrain conquis. Reportage de Géraldine Bavoileau. C'est une journée de mobilisation à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. L'occasion pour la sénatrice Marie-France Beaufils d'aller à la rencontre des électeurs. Bonjour. Armée de ce petit livre, elle diffuse le programme de son parti. On mène la campagne de la présidentielle, mais avec quand même les propositions des communistes, puisqu'on a décidé de ne pas avoir de candidat, mais de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Les mécontents du socialisme sont légion dans cette commune, communiste depuis plus de 80 ans. Le problème de Hamelot, c'est que comme le reste, c'est la gauche qui n'ira pas au bout de la gauche. C'est un peu comme M. Hollande, on a cru voter à gauche et puis non. Le résultat, c'est la loi travail et tout ce qui s'ensuit. Ce jour-là, la mobilisation contre la fermeture des guichets n'est pas la seule revendication des salariés. Derrière la gare, 36 voies prévues pour le fret sont quasiment à l'abandon. Ce chantier-là
Il végète, sans jeu de mots, mais il végète aussi au niveau des wagons. Dans le cadre de ces élections nationales, présidentielles et législatives, il faudrait que le débat sur la place du fret marchandises ferroviaires soit vraiment débattu pour faire en sorte... Je ne l'entends pas, moi, en ce moment, dans les discussions, je ne l'entends pas. Les revendications sont claires. On demande une réouverture de ces sites et une prise de conscience politique que le fret ferroviaire a les moyens d'exister, les moyens de vivre et de le mettre en œuvre. Dans le milieu rural, le vote Mélenchon s'impose moins. Dans la commune de Voux, un nouveau découpage de la PAC va réduire leurs subventions et aggraver une situation déjà difficile. Le risque du vote FN plane. C'est-à-dire qu'ils profitent de la détresse, du désespoir des paysans pour revendiquer des politiques, en particulier la sortie de l'Europe. Je trouve que la démarche aujourd'hui, elle doit faire en sorte qu'un agriculteur puisse vivre de son activité, mais ça pose le problème, et c'est ce que nous, en tout cas, on porte dans le programme que le Parti communiste a élaboré. On portera cette idée d'un prix garanti. Le constat que moi je suis amenée à faire, c'est ce que disaient les paysans qu'on vient de rencontrer. Il y a en effet une peur et une impression d'être délaissés de la part de certains d'entre eux. On a des agriculteurs qu'on ne rencontre jamais parce que quelque part ils se sont refermés sur eux, parce qu'ils sont désespérés par la situation économique, financière qu'ils connaissent. À moins d'un mois de la présidentielle, la campagne de la sénatrice pour son candidat ne fait que commencer. Ce sera sa deuxième tentative après une année à chasser les parrainages. Philippe Poutou a réussi à rassembler les précieuses signatures pour se présenter à l'élection présidentielle. Ouvrier chez Ford le matin, en meeting le soir pour le NPA. Il veut capitaliser sur la mobilisation contre la loi travail. Mais il n'est pas le seul sur ce créneau. Son portrait signé Stéphane Amalian. Moi, je ne vous cache pas, je suis un peu intimidé. Je ne suis pas habitué à parler dans ces conditions-là. Il a l'air surpris de se retrouver face au maire de France. Je ne suis pas habitué non plus à parler devant autant de cravates, ça fait bizarre. Philippe Poutou est plutôt habitué au bleu de travail. Fervent défenseur des opprimés, son premier fait d'armes remonte à 2011, lorsque son action permet de sauvegarder plus de 500 emplois dans son usine Ford en Gironde. Une lutte pour le progrès social qui continue jusqu'à aujourd'hui. On veut du progrès social, on veut du partage des richesses, on veut que la Sécu soit maintenue et développée, on veut l'accès aux soins pour tous, gratuit, on veut des transports publics, on veut l'arrêt des licenciements, on veut des services publics qui se développent, enfin voilà, c'est tout ça. En 2012, il succède à Olivier Besancenot pour représenter le NPA à la présidentielle. Lui, il saura de quoi il parle et je pense qu'il faut le dire avec ses mots à lui et puis voilà. Et puis après, c'est au fur et à mesure qu'on apprend, mais je pense que c'est le seul conseil qu'on puisse lui donner, qu'on ne se transforme pas comme les autres. Si on devient comme les autres, ça deviendra franchement la catastrophe, quoi. Conseil respecté, à 50 ans, il entame sa deuxième campagne présidentielle et assume plus que jamais son statut de candidat ouvrier en décalage avec les codes politiques en vigueur. Le problème, c'est le langage aussi. Le langage quotidien, c'est pas mal c'est un vocabulaire un peu ou grossier ou un peu populaire. Bon, des fois, il faut mieux se retenir parce que même les collègues, ils me disent « Ah non, là, t'as dit un gros mot, enfin, c'est pas bien », alors que dans l'usine, on dit que des gros mots. Il jouit d'un capital sympathie important, observable déjà en 2014 lors de sa campagne pour conquérir la mairie de Bordeaux. Je suis assez favorable au contre-pouvoir et un équilibre des pouvoirs, tout simplement, pour faire entendre la voix de tous. Oh, ça fait bouger un peu les lignes, c'est sympa. Oui, il a l'air sympathique, quoi. Il a l'air pour l'ouvrier maintenant, et je ne veux pas en dire plus. Crédité de moins de 1% des intentions de vote, Philippe Poutou veut avant tout mettre la condition ouvrière au cœur du débat et lui-même l'assure, il ne concourt pas pour gagner. Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste à la présidentielle, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rejec. Le face-à-face, c'est tout de suite. Philippe Poutou, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc qualifié pour cette campagne, c'est votre deuxième campagne présidentielle. Quel message vous portez dans cette campagne justement ?
Le premier, s'il y en a plein, mais le premier, c'est celui de dire qu'on a intérêt à faire de la politique nous-mêmes, à prendre ses affaires en main. Surtout quand on voit le spectacle affligeant, écœurant et même révoltant de ce monde politicien corrompu ou même en plein dans des affaires et de multiples affaires, parce qu'on parle de Fillon surtout, mais il y a aussi Le Pen ou même Macron. Enfin voilà, donc on voit ce que c'est. Donc il y a urgence pour rompre avec ça. Et donc nous, il faut qu'on prenne nos affaires en main et qu'on fasse de la politique nous-mêmes. Alors les affaires, on va y venir, mais restons un instant sur votre candidature. C'est tout de même pas évident de prendre la place d'Olivier Besancenot, qui était, on le sait, très médiatique. Ouais, enfin ça se pose, oui, de l'extérieur sûrement, parce qu'en plus on n'a pas du tout le même style ou pas du tout la même façon de parler, mais bon, ceci dit, en interne, enfin même pour moi, ce qui n'est pas évident, c'est d'arriver à porter la parole des camarades ou de sympathisants ou de tout un milieu qui attend quand même pas mal de choses de ce que je peux dire dans les médias notamment, donc il y a une sorte de pression, donc il y a la peur de pas bien faire et tout ça, c'est surtout ça la pression, donc après, bon, voilà, il y a aussi la motivation pour exprimer la révolte contre ce système capitaliste. Alors à l'extrême gauche, il y a vous, il y a Nathalie Arthaud, il y a également à la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous différencie de Nathalie Arthaud et de Jean-Luc Mélenchon ? C'est une question difficile parce que y a des choses qui nous différencient, il y a des points en commun et les choses qui nous différencient et on n'a pas forcément envie d'insister là-dessus parce que c'est vrai que c'est... Pourquoi voter plus pour vous plutôt que pour Nathalie Arthaud ou Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Je sais pas, de toute façon on aura tous tendance à dire qu'il faut voter pour soi, mais non, mais c'est compliqué. Enfin, je veux dire, on sait pourquoi on se présente, nous on est anticapitaliste, donc on dénonce cette société-là, donc c'est plus facile de se démarquer par exemple de Mélenchon. Mélenchon, c'est quand même lui aussi quelque part un politicien professionnel, ça fait quand même des décennies qu'il fait ça, il a été au Parti Socialiste pendant longtemps, enfin, il a été même ministre ou en tout cas dans le gouvernement de Jospin, et donc il représente l'inverse de ce que nous on veut dire, quoi. C'est-à-dire que prendre nos affaires en main et puis rompre avec ce système capitaliste, même rompre avec la gauche institutionnelle. Donc nous on est porté sur les batailles sociales, nous on pense qu'il faut se mobiliser et changer le rapport de force par des luttes sociales et arriver à imposer des politiques qui répondent aux besoins de la population. Donc là on voit la démarcation peut-être un peu plus facile et notamment aussi une démarcation sur la question de l'internationalisme. Nous, on est pour la solidarité entre les peuples. On n'est pas du tout dans une discussion de la République, du chauvinisme ou du protectionnisme. Et là, on se distingue quand même pas mal de Mélenchon. Maintenant, par rapport à Nathalie Arthaud, c'est vrai que... Nathalie Arthaud, pourquoi il n'y a pas eu de candidature commune ? C'était quand même envisageable entre vos deux programmes. Ouais, ça paraît logique. De l'extérieur, en tout cas, ça paraît même complètement... il y en a qui d'ailleurs nous le disent, qui ne comprennent pas pourquoi on n'est pas ensemble, parce qu'on a une bonne part du programme qui est commune. Après, il y a aussi on n'a pas les mêmes façons de voir les choses non plus, on n'a pas les mêmes, la même approche ou les mêmes mœurs militants. Bon voilà, c'est les différences qu'il y a. Mais nous on pense en tout cas c'est un problème, oui c'est un problème, et ça reflète aussi toute la division du mouvement social. Malheureusement on en est là, il y a aussi un état de fragilité, un état de division qui est déplorable parce que du coup ça nous permet pas d'être efficace ou en tout cas d'être plus fort. Après on relativise parce que l'idée c'est l'unité dans les luttes sociales et voilà, il faut qu'on soit capable de le construire. Et l'idée, de toute façon nous on pense qu'il faut un parti politique des opprimés, des exploités qui regroupe les forces militantes. Et on est dans cette logique-là, donc on essaiera de convaincre aussi sur ces aspects-là. Revenons-en à votre candidature. Vous dites « Je n'ai pas de rendez-vous avec le peuple ». Vous n'êtes pas là pour être élu. C'est un paradoxe tout de même quand on est candidat à l'élection présidentielle. Oui, on a deux gros paradoxes en fait. Bon, on les assume. On a celui que on veut pas de la fonction présidentielle. Pour nous, c'est pas démocratique, donc on le dit. Et après, on n'est pas non plus hors sujet parce qu'on pense que les élections, c'est aussi une occasion de faire de la politique, de discuter, de montrer qu'il y a autre chose, d'autres idées, et de représenter un autre camp social. Et puis de discuter du pouvoir aussi d'une autre manière, parce que si on veut pas de la présidence de cette fonction-là, nous on pense qu'il faut une vraie démocratie, un pouvoir collectif, et donc le fait que la population s'occupe directement de tout ça, donc fasse la politique directement. Donc c'est aussi tous ces problèmes-là qu'on veut poser dans cette élection-là, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe qu'on doit ne pas être là du tout. Donc il y a cet aspect-là. Et l'autre paradoxe qu'on a, c'est qu'on pense que les élections, ça change pas la vie. Voilà, on a quand même une grosse expérience là-dessus, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la mobilisation sociale. Ce qui se passe en Guyane, par exemple, à notre avis, c'est ça qui va être plus déterminant que le résultat des élections. C'est-à-dire en fait qu'une population qui se met en colère, qui s'organise et puis qui dit bon là ras-le-bol, faut que ça change. Voilà. Donc c'est aussi tout ça qu'on veut faire passer. Alors la mobilisation ouvrière, justement, vous portez cette candidature ouvrière. Aujourd'hui, 43% des ouvriers s'apprêtent à voter Marine Le Pen, seulement 17% pour le Front de gauche. Pourquoi, justement, la classe ouvrière, elle s'est complètement détournée de vous ?
de votre candidature. Ce qu'on peut constater. Pourquoi quasiment aujourd'hui un ouvrier sur 2 s'apprête à voter Front National? Je dirais pas 1 sur 2, mais après, parce qu'il y a aussi beaucoup qui s'abstiennent. Alors après, ouvrier, ça dépend ce qu'on entend par ouvrier, si c'est au sens réduit ou si c'est la population, enfin ou les salariés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a plein de problèmes. On a d'abord plein de gens qui en ont ras-le-bol, qui croient plus, puis qui vont s'abstenir. Mais au-delà de l'abstention, c'est aussi des gens qui sont résignés, qui croient plus à tout ça et qui croient plus à la lutte collective. Donc voilà, on a ça. Et puis après, on a une partie évidemment des salariés de la population qui va se tourner vers l'extrême droite ou des idées anti-immigrés ou xénophobes ou pour le moins se faire piéger par le discours populiste et démagogique du Front National. Bon, on a ces problèmes-là, c'est vrai, mais c'est le reflet aussi des années de crise qui se sont traduits par un appauvrissement d'une part de la population, une précarisation et une perte de conscience collective. Parce qu'en fait, il y a eu un moment donné, notamment grâce au PC, il y avait des militants PC, y compris dans les quartiers populaires, qui permettaient de défendre cette idée que voilà, les opprimés, c'est un camp social qui reste uni et qui donc combat aussi tout ce qui peut la diviser. Et on n'a plus ça aujourd'hui, on n'a plus de militants comme ça. Et donc cette perte-là, elle se paye très cher. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de désarroi, et ça s'exprime un peu n'importe comment. Et un discours trompeur à la Le Pen, ça fonctionne un peu. Ouais. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est qu'en plus, des fois, on se dit, mais comment Le Pen peut faire illusion, elle qui est plutôt dans les milieux friqués, dans les scandales en plus, qui fait de la politique, mais comme tous les autres partis font de la politique, c'est-à-dire avec les mêmes mœurs de corruption, de triche, de mensonges. Et c'est vrai qu'on se dit, mince, pourquoi ça marche? Bon voilà, alors nous, notre boulot dans l'élection, ça va être essayer de dire, regardez, on a intérêt à penser à nous, mais à nous collectivement. Et puis surtout dire que c'est pas les immigrés qui sont responsables du fait qu'il y ait du chômage ou de la précarité ou qu'il y a un trou dans la sécu, c'est aussi discuter que le véritable adversaire, c'est les capitalistes, c'est les milliardaires, il va bien falloir... Et ça, Le Pen, elle n'en parle pas. Alors venons-en maintenant à votre programme économique. Vous voulez bien sûr interdire les licenciements, une semaine de travail à 32 heures, un SMIC à 1 700 €, exproprier les banques. Comment vous financez tout ça? Par une augmentation massive des impôts? Alors, c'est toujours la question. C'est vrai que ça paraît surprenant de discuter, de proposer des choses qui iraient dans le sens du progrès social ou de la réduction des inégalités. Et c'est vrai que donc du coup, comment on peut faire tellement on est habitué à l'inverse. C'est tellement plus crédible de supprimer des postes de fonctionnaires, de fermer un hôpital ou de réduire le niveau de vie de plein de gens. Et donc, nous, on propose l'inverse. Alors, on dit toujours c'est utopique, mais le financement, alors évidemment, ça passera certainement par la fiscalité, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des milliardaires, encore plus milliardaires. On sait qu'il y a des... je dis quelques chiffres comme ça en passant parce que ça peut donner une idée de la capacité de financement, mais 55 milliards d'euros sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes, en tout cas pour les entreprises du CAC 40, 75 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, et puis Arnaud, 40 milliards, Bettencourt dans les 30 milliards, Mullier, Bolloré, enfin il y a toute une série de milliardaires qui se remplissent les poches de plus en plus, donc on voit bien qu'il y a les moyens de répartir l'argent différemment et de répondre aux besoins sociaux, donc ça passera par de la fiscalité. Nous on pense qu'il faut faire payer sur les bénéfices, il faut faire payer les riches, c'est l'ISF qu'il faut surtout pas supprimer mais qu'il faudrait même grossir. Et vous n'avez pas peur de les faire fuir ces multinationales? Aujourd'hui je rappelle qu'elles ont pas 2 millions, il y a 2 millions de Français qui travaillent pour ces multinationales dont vous parlez. Vous n'avez pas peur de les faire fuir? Non, on n'a pas peur parce que c'est toujours le même truc qu'on nous dit, c'est qu'en fait il y a 6 millions de chômeurs, ça fait fuir personne, et puis attaquer les riches, ça ferait fuir les riches. Bon après le problème c'est pour ça que nous on pose le problème de l'expropriation, de la réquisition, c'est qu'en fait il y a aussi les fortunes, mais surtout la question des banques, parce que la fuite se passe par les banques, et là je crois qu'il y a un chiffre qui est terrible qui est sorti cette semaine, c'est qu'il y a 25 milliards de bénéfices des banques qui sont cachés dans les paradis fiscaux, qui ne sont pas déclarés du tout. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a une urgence à exproprier les banques. En fait les banques ça doit être un monopole public bancaire sous contrôle des salariés de la population, et si on contrôlait ça, les riches et les milliardaires ils auraient certainement moins la possibilité, voire même pas du tout, de planquer leur argent ailleurs. Donc ça passe par des mesures autoritaires, et après on pense aussi qu'il y a des secteurs clés de l'économie qu'il faut exproprier, parce qu'en fait on s'aperçoit que l'économie entre les mains des capitalistes, qu'est-ce qu'ils en font? Le seul truc qui les intéresse, c'est produire pour se remplir les poches, pour se faire du bénéfice. Et donc nous, on répond à ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, des richesses sont là, mais il faut se donner les moyens de reprendre ces richesses en main et d'arriver à les redistribuer de manière à ce qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Donc c'est des services publics. Et dans les entreprises, c'est l'autogestion, l'autogestion dans les entreprises et puis même dans toute la société, c'est ça? Oui, alors évidemment, qu'on n'imagine pas du jour au lendemain ce genre de choses-là, et puis c'est certainement pas l'élection qui pourra répondre à tout ça. Mais ceci dit, nous on pose ces problèmes-là, c'est quand même aberrant. On est dans un monde où il y a
des richesses, tout le monde le voit bien qu'il y a des richesses de partout. Là, je ne parle pas que des milliards qu'il y a dans la poche des capitalistes, mais on est capable de faire plein de choses. Enfin voilà, il y a un progrès technique, technologique, on parle de la robotique, on parle de la révolution numérique, donc on voit bien qu'elle est posée. Alors comment ça se fait que dans ce monde-là, où même on peut aller dans l'espace, enfin bon, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut résoudre, et à côté de ça, on voit qu'il y a des milliards de gens qui crèvent la dalle, et puis des gens qui sont au chômage, enfin il y a un truc qui va pas. Et là, c'est pas une fatalité, c'est un problème d'organisation de la société. Et nous, on discute justement de comment on pourrait réorganiser la société de telle manière que les richesses produites, en plus, c'est ceux qui produisent les richesses qui sont les plus opprimés. Donc, mais comment ces richesses produites, elles peuvent être réparties équitablement, de manière à ce que tout le monde puisse vivre décemment, avoir un logement, avoir accès à la santé. Voilà, tout ça, c'est important. Donc, c'est obligatoirement l'affrontement avec un système économique qui ne permet pas ça, qui se traduit par de l'oppression et du gaspillage. Parlons d'une de vos mesures phares, l'interdiction des licenciements. Alors, on a beaucoup entendu parler de cet exemple de Whirlpool qui délocalise. Ouais. Comment, concrètement, on interdit les licenciements? Comment on impose ça à un chef d'entreprise? C'est une loi, forcément. C'est une loi, et puis c'est un rapport de force. On n'a pas d'illusion non plus. Les chefs d'entreprise, ils ont aussi leurs difficultés. Oui, mais d'accord. Mais alors, c'est la difficulté d'un Arnaud, ça fait un peu rigoler, ou la difficulté de Ford, là où je travaille, parce que Ford dit pareil. Tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise, ne sont pas des. Oui, mais moi je vous parle de cela déjà. France, ça, c'est sûr qu'il y a des petits patrons et des artisans qui souffrent réellement, et notamment dans l'agriculture, on sait que les petits exploitants, les petits paysans souffrent réellement. D'ailleurs, il y a tout le drame des suicides aujourd'hui liés au surendettement et liés. Donc ça, on en est entièrement conscient. C'est pour ça que nous, quand on discute du patronat ou des capitalistes, on discute des gros, déjà, en premier. Et quand on voit d'ailleurs le plus gros des profits, le plus gros des richesses et ce qui est distribué aux actionnaires, ça vient de là. Donc déjà ça, là, les problèmes sont directement posés. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on pense qu'il y a la réquisition, en tout cas la réappropriation, parce qu'on pense que ces richesses-là, c'est du vol, c'est l'exploitation du travail humain. Mais après, donc l'interdiction des licenciements, c'est tout simplement cette idée qu'il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, des salariés payent des aléas économiques, en plus d'une économie qui n'est pas entre nos mains, qui est dirigée par d'autres, et c'est quand même leur propre économie, c'est quand même eux qui mettent en place la concurrence et qui mettent en place la compétitivité. Pourquoi ce seraient les salariés qui paieraient? Donc l'idée, c'est tout simple, c'est de dire non, il faut une protection de tous les salariés, de toute la population, et donc un maintien du revenu à vie. Et ça, c'est bon pour les salariés dans les entreprises, mais c'est bon aussi pour les paysans, pour les agriculteurs. Il n'y a pas de raison qu'ils soient dépendants des aléas économiques. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et donc cette idée, elle apparaît peut-être utopique ou irréaliste, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait une société qui protège vraiment tout le monde. Un mot sur vos propositions, votre programme en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Vous voulez désarmer la police, ou en tout cas la police qui est au contact de la population. Là encore, ça paraît irréaliste, alors que nous sommes en plein état d'urgence, de vouloir désarmer la police. Alors que dans nos rues, il y a les militaires de l'opération Sentinelle. Oui, mais là, vous mélangez deux trucs. Parce que l'état d'urgence, c'est la lutte antiterroriste, ça n'a rien à voir avec la police qui, aujourd'hui, sévit dans les quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des terroristes. C'est des jeunes, des moins jeunes, qui essaient de vivre, donc qui subissent plus de chômage. Donc vous voulez désarmer la police municipale? Non, pas municipale. Mais déjà, on n'est pas pour l'armement de la police municipale, parce qu'il y a déjà assez d'armes qui circulent et assez d'armes dans les mains de la police. Mais on a bien vu qu'il y a des corps de policiers qui mènent une politique de harcèlement, de répression, notamment dans les quartiers populaires. Aussi, on a vu dans les manifestations, où là, il n'est quand même pas question de terrorisme, quand on manifeste contre la loi travail. Dans les manifestations, justement, on a vu les casseurs et la façon dont la police doit se protéger. Ça n'a rien à voir avec les terroristes. Non, parce que là, c'est au nom du terrorisme qu'il ne faudrait pas désarmer la police. Non, mais imaginez la police qui ne serait pas armée ou qui ne pourrait pas se protéger dans les manifestations. On imagine, en Angleterre, il y a des pays comme ça, ou Norvège, Suède, des pays où il y a moins d'armement de la police et il y a moins de problèmes. Donc ça peut être imaginable aussi. Mais c'est surtout cette idée que la répression, c'est pas vrai, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est contre-productif. Et plus on réprime, plus on arrête. Parce que là, quand on voit l'affaire Théo, voilà à quoi ça aboutit, l'attitude de la police, ou même la mort d'Adama Traoré en juillet dernier. C'est des contrôles de police qui dérivent, et puis ça finit par un drame ou la mort de quelqu'un ou le viol d'un autre. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on discute, c'est qu'il faut bien voir aussi qu'il y a une société de plus en plus violente. Et en plus, c'est dans les quartiers où la vie est la plus dure et la plus violente, parce que la violence, en réalité, c'est pas les jeunes des quartiers, c'est la vie qu'on leur impose. C'est 20% de chômage, c'est un niveau de vie qui est hyper bas, et puis des conditions de vie de plus en plus déplorables. Donc nous, ce qu'on essaie de discuter, c'est que la solution, elle est sociale. C'est donner du boulot, c'est développer les services publics, c'est permettre à ce que les gens vivent dignement, sans discrimination, sans racisme, parce qu'il y a aussi un problème de racisme du côté de la police. On ne dit pas tous les policiers, mais il y a quand même un problème qui est réel. Donc c'est ça qu'on essaie de discuter, c'est qu'en fait, on est dans une société où on croit que tout ça, c'est naturel, il faut plus d'armes. On voit aux États-Unis ce que ça donne, parce que des armes, la police, elle en a, tous les Américains en ont, et c'est le pays où il y a le plus de violence et le plus de criminalité. Donc c'est un peu ça aussi qu'on essaie de discuter, c'est comment ça peut changer, et c'est
forcément des discussions sociales, des réponses sociales. Pour terminer, Philippe Poutou, parce que le temps passe vite, un mot sur cette campagne, cette campagne des affaires, ce climat délétère, la démission de Bruno Le Roux, l'affaire Fillon, l'affaire Le Pen. Vous avez dit être écœuré et que la racaille, c'est eux. Oui. Bah oui, parce qu'en plus c'est eux qui font la leçon. Même je pense à des Le Pen ou à des Fillon qui sont les plus durs envers justement les manifestations dans les quartiers populaires quand ils se révoltent contre le chômage, ou même quand on voit aujourd'hui en Guyane cette révolte qui est légitime. Et eux, ils se permettent à la fois de discuter de politique de rigueur, de dire voilà, il n'y a pas d'argent pour l'État, donc il faut réduire les déficits, donc on démantèle les services publics, enfin tout ça. Et puis en même temps, c'est eux qui piochent dans les caisses publiques, c'est eux qui s'enrichissent. Enfin voilà, on voit des cadeaux, des montres, des costards. On voit des Le Pen qui vivent. Enfin voilà, c'est des gens qui sont dans des conditions de vie qui n'ont rien à voir avec la plupart de la population, enfin de la grande majorité de la population, et qui veulent apparaître comme ceux qui ont des solutions de ça. Donc nous, il y a de quoi être écœuré et de quoi discuter justement de l'urgence qu'il y a de rompre avec ça et de discuter qu'à un moment donné, oui, la population, elle doit rejeter et se battre pour changer les choses. Au second tour, vous allez voter ou vous allez vous abstenir? On ne connaît pas encore le second tour, donc on verra bien. Évidemment que les sondages, d'ailleurs c'est un problème des sondages, c'est qu'on a l'impression que l'élection se fait avant qu'elle n'ait lieu vraiment. Mais non, on verra bien. Là, on a une bataille à mener, on espère convaincre, on espère montrer qu'un petit candidat, ça peut avoir des grandes idées, à l'opposé des grands candidats qui n'ont pas d'idées nouvelles. Voilà, on essaie de montrer ça. On a cette bataille-là et on verra après à l'issue du premier tour ce qu'il en est. En 2012, vous ne vouliez quasiment pas être candidat. Là, on a un peu le sentiment que vous êtes prêt au jeu? Non, non, parce que c'est vrai que c'est pas le truc qui me plaît le plus. Mais non, mais là, en plus, là, c'est surtout le fait d'être porte-parole, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est de dire les choses, de faire entendre quelque chose qui puisse être utile, qui puisse redonner la pêche, parce qu'on a vraiment envie que cette élection-là elle soit utile à ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le déballement des affaires ou même des idées réactionnaires ou ultralibérales et tout ça, on a envie de faire entendre autre chose. Et derrière ça, c'est cette idée qu'à un moment donné, il faut que ça pète, quoi. Et ce qui se passe en Guyane, encore une fois, c'est peut-être aussi des exemples qu'il y a un moment, ça va venir, quoi. Il y a trop de pauvreté, trop de misère. Et nous, on veut faire passer ça et au bout du compte, préparer une véritable riposte pour changer les choses profondément. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi, 19h04, toujours en direct sur Public Sénat. Et à la une de l'actualité ce soir, François Fillon en meeting à Nantes, le premier d'une série de 3 cette semaine, alors que son entourage contre-attaque et saisit la justice. Vous entendrez le candidat de la droite à la présidentielle dans un instant. De nouveaux soutiens pour Emmanuel Macron, 10 sénateurs centristes emmenés par l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier annoncent leur ralliement au leader d'En Marche. Pour eux, il est le seul à pouvoir dépasser le vote paralysant droite-gauche. L'UDI dénonce une manipulation. La réponse du gouvernement à la crise en Guyane, alors qu'une grève générale a été votée. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, va dépêcher sur place une délégation de ministres avant la fin de la semaine. Il promet la création d'un centre pénitentiaire et d'un tribunal de grande instance. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct à cette émission avec le hashtag présidentiel 360. Pour m'accompagner jusqu'à 19h30, Tam Tranui en direct de Nantes. Le multiplex, c'est tout de suite. Je vous le disais, en titre, François Fillon est en meeting à Nantes. Le candidat de la droite à la présidentielle s'exprime. Il dénonce d'ailleurs les coups bas. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Alors oui, ça me fait chaud au cœur de vous sentir à mes côtés, alors que nos adversaires redoublent d'efforts pour multiplier jusqu'à la caricature les manœuvres, les intox, les bassesses et les coups bas. Sans doute espère-t-il ainsi nous faire taire. Allez-vous les laisser faire? Allez-vous les laisser vous voler cette élection? Certainement pas. Ils nous veulent à genoux. Eh bien, nous sommes et nous serons toujours debout. Tout de suite, retrouver Tam Tranui en direct de Nantes avec le sénateur Jean-François Rapin qui est venu soutenir François Fillon dans ce meeting à Nantes. Oui, je suis avec Jean-François Rapin qui est sénateur du Pas-de-Calais. Est-ce que vous êtes étonné de la mobilisation qu'il y a dans cette salle qui rassemble donc le Grand Ouest, les élus du Grand Ouest et des militants? Étonné, non, mais c'est fabuleux. Partout où je suis allé, dans toutes les salles, il y avait toujours des gens dehors, pas assez de chaises. On est sur des meetings pleins, donc voilà. Comment
Expliquez donc ce décalage entre ces meetings qui sont pleins et le climat qui est très difficile pour François Fillon, les sondages qui ne sont pas bons non plus pour François Fillon. Je me souviens de sondages qui n'étaient pas bons non plus lors de la primaire. On avait des sondages à 8, 9, 10% et un score qu'on connaît à la fin. À l'échelle nationale, il faut penser que ça peut être aussi la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'alternance, qui ont envie de cette alternance, de retrouver la droite au pouvoir. Et le meilleur candidat qui incarne ces valeurs de la droite et du centre, c'est François Fillon. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des moments compliqués dans cette campagne? François Fillon a dû annuler son train à cause de manifestants au Croisic, par exemple. Mais c'est une campagne comme on n'a jamais vécu. Enfin, c'est une campagne folle avec ses histoires, ses affaires, notamment l'analyse sur le livre. Vous avez vu aujourd'hui la demande d'ouverture d'instruction qui est faite par plusieurs ténors de la droite. Moi, je crois qu'on n'a jamais vécu ça. On est dans un cycle, dans un tambour tournant dont on n'a pas la maîtrise, mais on a envie de porter nos idées. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai accompagné François Fillon sur des thématiques importantes, celle de la mer, et j'ai souhaité l'accompagner pour entendre la force qu'il a dans les propos et ce qu'il veut soutenir vraiment auprès de ce monde maritime. Est-ce que vous êtes d'accord à 100% avec cette stratégie qui consiste à mettre en cause l'exécutif? Quand on regarde par exemple les 17 passages qui ont été listés dans le livre, ils ne parlent pas spécifiquement de François Fillon. Mais à un moment, il faut dire la vérité. On prend des coups, on les rend, et il faut les rendre avec les éléments qu'on a. François Fillon a vu toutes ces perturbations de sa campagne à partir d'un article de presse. Aujourd'hui, il y a un livre qui sort avec des éléments. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, je l'ai lu, mais c'est abominable. J'ai dit à François Fillon tout à l'heure, je ne vais même plus oser te parler aujourd'hui. On a l'impression d'être là aussi dans une machine de machination qui n'est pas vertueuse, du tout. Donc il faut dire la vérité et il faut aller jusqu'au bout des choses. On a voulu aller jusqu'au bout des choses avec lui, nous irons jusqu'au bout des choses. Toute dernière question, François Fillon dans son discours devrait mettre en cause l'exécutif, mais aussi Emmanuel Macron qu'il appelle le dauphin de François Hollande. Est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est l'héritier de François Hollande? Pleinement. Regardez les rattachements, les ralliements qu'il y a aujourd'hui. Et ça n'est pas terminé. On sait très bien que le gouvernement Hollande a compris qu'il n'avait plus sa place avec François Hollande. François Hollande a d'ailleurs pris sa décision. Il y a son héritier qui est là, Emmanuel Macron, dont on dit qu'il l'a porté. On se demande même aujourd'hui s'il n'a pas été ministre 1 an et demi, justement, pour se faire connaître du grand public, des médias, etc., pour préparer sa campagne présidentielle. Donc je pense que l'opération Macron est montée depuis un certain temps. Merci beaucoup Jean-François Rapin d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Alors après les attaques contre l'existence d'un supposé cabinet noir, les fillonistes ne désarment pas. Vous venez de l'entendre, ils ont saisi le procureur de Paris et le parquet financier. Ils réclament également une commission d'enquête parlementaire. Les précisions de Cécile Sixou. Opération contre-attaque dans le camp Fillon, en évoquant l'ouvrage Bienvenue place Beauvau qui met en cause l'Élysée et un prétendu cabinet noir, François Fillon a ouvert la brèche. Sa garde rapprochée passe désormais à l'offensive et c'est François Baroin qui hier a donné le premier coup en demandant l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Sur certains sujets, on serait fondé à imaginer que la représentation nationale dans le début de la législature se pose la question à travers une commission d'enquête parlementaire. C'est difficile à l'heure actuelle de le faire puisque nous sommes en séance suspendue, mais il y a suffisamment de points d'interrogation qui, par le passé, ont justifié que le parquet fasse mouvement, ont justifié que le Parlement fasse mouvement. Aujourd'hui, si proches du candidat LR, Bruno Retailleau, Philippe Bas, Christian Jacob, Nathalie Kosciusko-Morizet, Luc Châtel et Valérie Pécresse montent au front. Ils signent une lettre destinée au parquet de Paris et réclament l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les informations qui sont contenues dans ce livre sont extrêmement troublantes. Donc, ou elles sont fausses, ou elles sont vraies. Mais elles sont tellement graves en ce qu'elles décrivent un système qui est un système d'instrumentalisation à des fins politiciennes ou à des fins privées. Elles sont tellement graves que je pense qu'il faut qu'il y ait une enquête. Corruption, trafic d'influence, atteinte à la vie privée, abus d'autorité. Les lieutenants du candidat LR ont même mâché le travail de la justice en fournissant clé en main une synthèse de 17 passages du livre où sont accolées les qualifications pénales correspondantes.
Pure spéculation, manipulation de la réalité, répond de son côté le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. Selon lui, le gouvernement n'est jamais intervenu dans des procédures judiciaires. Et on ouvre le second débat de présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Eddy Fougier, bonsoir. Politologue, chercheur associé à l'IRIS, merci d'être avec nous. J'accueille également Julien Rebucci, bonsoir. Vous êtes journaliste aux Inrocks, auteur de ce livre « Je ne suis pas un saint », l'histoire du jeune et mystérieux François Fillon aux éditions Latingo. Merci d'être avec nous. Frédéric Dabi est également sur ce plateau. Bonsoir Frédéric, bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Frédéric, on le voit, François Fillon en meeting continue de dénoncer des coups bas, des bassesses. Il s'adresse à ses militants. On veut nous voler cette élection. Que pensez-vous de cette stratégie du complot? Est-ce qu'elle peut s'avérer payante ou contre-productive? On voit que dans son camp, eh bien, on commence un petit peu à s'inquiéter aussi de cette dérive. Alors, elle n'est pas vraiment nouvelle, cette stratégie. On veut vous voler l'élection présidentielle. C'est clairement ce qu'il disait le 6 février. Le 1er mars, lors de l'annonce de sa prochaine mise en examen, ce qui a changé, c'est cette notion de complot qu'il a avancé jeudi dernier à l'émission politique de France 2. Il y a bien sûr un but, faire rentrer François Hollande dans la campagne présidentielle, donc refabriquer du clivage gauche-droite. C'est cette absence et cet affadissement du clivage gauche-droite qui gêne François Fillon à droite et Benoît Hamon à gauche, et c'est pouvoir essayer de faire revenir au bercail de la droite républicaine ces électeurs de droite déçus, déboussolés, qui ont trouvé 2 voire 3 réceptacles. Le réceptacle Marine Le Pen, bien sûr. Le réceptacle Nicolas Dupont-Aignan, dans notre rolling IFOP fiducial, notre enquête quotidienne, il est monté à 5, voire 5,5%, avec beaucoup d'électeurs de droite. Et puis, le réceptacle, surtout, Emmanuel Macron. Il y a une part non négligeable d'électeurs de droite. Quand on regarde les électeurs de Nicolas Sarkozy, de la présidentielle de 2012, presque maintenant 22%. Ça représente 5 points, 5 points et demi, qui manquent justement à François Fillon. 22% déclareraient avoir une intention de vote, exprimer une IV en faveur de Emmanuel Macron. C'est cette stratégie-là de dramatisation, de victimisation. Elle n'a pour l'instant pas donné de vrais résultats. Ça fait maintenant des semaines que François Fillon est encalminé entre 17 et 19% d'intention de vote. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'indécis. Et surtout, il y a cette part d'abstentionnistes très très importante dont on ne parle pas assez. Et dans ces abstentionnistes, il y a sans doute des personnes qui étaient prêtes à voter pour François Fillon. Ouais. Julien Rebucci, on sait que François Fillon a construit toute sa campagne sur sa probité, sur eh bien, la moralité. Aujourd'hui, on le voit, il est obligé de changer son fusil d'épaule, d'adopter cette stratégie du complot. Et pourtant, votre livre s'intitule « Je ne suis pas un saint ». Ce n'est pas une nouveauté, finalement, cette probité manquée du candidat Fillon, selon vous? Oui, finalement, c'est ce que j'ai voulu démontrer dans cette enquête et dans la rédaction de ce livre. C'est qu'en scrutant un petit peu sa vie depuis son enfance jusqu'à sa première élection, on remarque qu'à chaque étape, il a fait un petit peu de la mythomanie à chaque étape de sa vie, que ce soit au collège, au lycée, à sa première élection, lors de ses premières campagnes. Et finalement, tout ce qu'on entend depuis la révélation de l'affaire du canard enchaîné, je ne vais pas dire qu'on n'est pas étonné, mais c'est un peu plus compréhensible, en effet. Eddy Fougier, sur ce point, est-ce que vous avez découvert une autre personnalité de François Fillon avec ses affaires? Alors, mon cas personnel n'est pas très intéressant, mais je pense que les Français ont découvert deux choses. Effectivement, on leur a vendu un pack, notamment lors de la primaire, qui était quelqu'un qui était honnête, avec une grande probité, notamment par rapport à Alain Juppé, qui avait été condamné dans l'affaire des emplois fictifs, et de la mairie de Paris, et Nicolas Sarkozy, poursuivi par beaucoup d'affaires. Et puis, il y avait un autre aspect qui ressort aujourd'hui, c'est que c'était quelqu'un de très humble, de très modeste, une sorte de moine soldat lorsqu'il était à Matignon par rapport au bling-bling de Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'il y a effectivement les affaires autour de l'emploi présumé fictif de sa fille, de ses enfants et de son épouse, mais il y a aussi l'affaire des costumes et des montres. C'est, je dirais, le deuxième effet qui est assez délétère aussi pour son image, parce qu'on s'aperçoit que c'est finalement une sorte de Nicolas Sarkozy avec un côté beaucoup moins chaleureux et beaucoup moins empathique qui ne touche pas nécessairement les catégories populaires. Donc il y a les inconvénients d'une certaine image de Nicolas Sarkozy sans les avantages. Frédéric, on voit que sa stratégie aussi gêne à gauche. On voit que quand Jean-Christophe Cambadélis l'accuse de vouloir pourrir la campagne. Oui, alors je ne sais pas si ça gêne à gauche, mais c'est vrai qu'on a une campagne qui démarre à peine, alors que
paradoxalement, ça fait presque 3 ans qu'elle a commencé avec le processus des primaires à droite, puis la vraie fausse candidature, puis qui s'est terminée sur la renonciation de François Hollande à la primaire socialiste. On a l'impression que cette campagne démarre à peine. On atteste le taux d'abstention relativement élevé. On atteste le niveau d'intérêt qui est très inférieur à ce que l'IFOP mesurait en 2012. Par rapport à ce qu'a dit Eddy Fouget, il y a aussi un effet des affaires sur la parole programmatique de François Hollande, de François Fillon, pardon. Comment faire passer un programme assez churchillien, d'efforts partagés, un programme doloriste avec le taux de TVA qui remonterait de 2 points, la suppression de 500 000 agents de la fonction publique, quand les Français qui sont dans une logique de réciprocité et d'exemplarité du côté des personnes qui proposent ces différentes mesures ne voient que le compte n'y est pas. Et puis il y a surtout ces affaires liées à son train de vie, ses costumes, ses montres, qui sont des affaires par rapport auxquelles les Français peuvent se projeter facilement. Ils connaissent les prix. Ce ne sont pas des affaires, je dirais, politisées comme peuvent l'être celles du Front National, où on a l'impression que les affaires qui touchent le Front National sont beaucoup plus complexes. Tout cela, la conséquence majeure au-delà du fond et d'un candidat mis en examen, chose qui n'est jamais arrivée sur la Ve République, c'est un parasitage complet de sa campagne. Mais le simple soupçon même, quand on a construit une campagne comme François Fillon l'a fait depuis 3 ans, il est entré très tôt en campagne, c'est le premier à droite qui est entré en campagne après la défaite, la pseudo-défaite face à Jean-François Copé en 2012. Il s'est construit cette image d'une personne au-dessus des affaires. Et le simple soupçon aujourd'hui est ravageur pour sa communication. On le voit, il est complètement inaudible depuis le début. Alors, il a dans un premier temps, il s'est présenté comme un combattant balafré. Aujourd'hui, il va encore un petit peu plus loin pour reprendre les propos d'Alain Juppé qui parlait d'un socle de militants radicalisés. Lui-même s'est radicalisé aujourd'hui. Il parle maintenant de cabinet noir, il soupçonne même l'Élysée de l'avoir mis sur écoute. Il va très très loin là quand même. Eddy Fouget, sur effectivement ces éléments, le cabinet noir, les écoutes, que pensez-vous? Et la nouvelle théorie du complot, a priori, qui est en train d'émerger, c'est que finalement, Emmanuel Macron est la marionnette de Hollande. Et il n'a pas pu se présenter, donc il a fait en sorte de le faire connaître du grand public et de le lancer. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage que vous venez de passer. La difficulté en la matière, en termes de stratégie politique, c'est que François Fillon, là, s'adresse à son propre électorat, en le réassurant sur ses valeurs par rapport à Hollande, par rapport à la gauche, mais il n'élargit pas nécessairement cet électorat. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que ça va convaincre celles et ceux qui sont tentés par le vote Macron, qui vont justement voir dans cette radicalisation quelque chose d'un peu rebutoire. Et même à droite, on l'a vu, Frédéric Dabi l'a dit, certains sont tentés effectivement par un vote en faveur de Dupont-Aignan, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jusqu'à Marine Le Pen, mais Dupont-Aignan effectivement peut être aujourd'hui un réceptacle possible, éventuellement dans certains secteurs Jean Lassalle, notamment dans le monde rural et dans le monde agricole. Donc, et c'est effectivement 5-6 points qui peuvent être les 5-6 points qui vont lui manquer pour aller au deuxième tour. Donc aujourd'hui, non seulement son discours, comme il a été dit, n'est pas audible, mais sa stratégie politique ne semble pas nécessairement très efficace. Parce que si c'est juste rassurer son camp, il a son camp, il a ce socle électoral. Et pourtant, Frédéric, il conserve ses chances de se retrouver au second tour, selon vous, François Fillon ? Je ne répondrai pas directement à cette question. Dans l'histoire de la Ve République, jamais un candidat troisième à 3 semaines, 1 mois du vote, et avec en plus un écart aussi fort, est parvenu à renverser la vapeur. Mais ça ne vaut pas prédiction. D'un côté, on se dit, est-ce que la droite en France, c'est 17, 18, 19%? La réponse est non. La droite aux élections régionales, c'est 28,3% il y a à peine 15 mois. Nicolas Sarkozy fait 27% en 2012, dans une période pourtant de Bazo. C'est vrai, comme le dit Eddy Fouget, il y a ce risque de vote réceptacle, de vote dispersion qui affaiblirait encore François Fillon. Il fait quand même, lui, de perdre cette campagne dramatisante, à certains aspects, à certains égards dramatiques, le pari de l'instrumentalisation. C'est-à-dire, dans une logique de comparaison, parce que les Français, peut-être même inconsciemment, notamment lors des débats, vont se dire à qui va-t-on confier les clés de l'Élysée. Peut-être que ce peuple de droite, qui va bien au-delà des 18%, va finir par instrumentaliser le vote Fillon, malgré les réserves, malgré les déceptions ou les doutes, pour éviter
d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Emmanuel Macron. Sur le papier, ce raisonnement se tient. Dans les enquêtes d'opinion, on ne le voit pour l'instant pas du tout. Julien Arbouchi, c'est vrai que sa base continue de le soutenir. Ceux qui ont voté pour lui à la primaire, ça reste un socle stable selon vous? Oui, on a l'impression qu'il prêche un petit peu les convertis aujourd'hui. Maintenant, on peut le voir, dans sa campagne, il est obligé de changer ses horaires de train pour ne pas arriver comme c'était prévu. Il est reçu par des G2, par des tambourinements de casseroles. Lui dit que de toute façon, ce sont des gauchistes qui font ça et que ce ne sont pas son socle du militant. Bon, ça reste sa parole, mais c'est quand même un petit peu du jamais vu. Concernant sa base militante, oui, elle sera toujours là à mon avis. Je ne le vois pas encore baisser, parce que là il est quoi, 17,5%, je ne le vois pas encore baisser un petit peu. Quoique Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, affirme qu'il voudrait titiller le candidat, lui qui est aux alentours de 14%, je crois. Enfin, je ne vois pas non plus comment il peut regagner son retard aujourd'hui à aussi peu de temps du premier tour de l'élection. Comment a-t-il pu tenir 5 ans à Matignon sans qu'on ne découvre finalement ce que vous décrivez dans son livre selon vous? C'était aussi dû à la personnalité de Nicolas Sarkozy qui cristallisait les critiques selon vous? C'était oui, la figure de l'hyper-président. Lui, de toute façon, il n'avait qu'à rester là où il était. Il était le collaborateur. Bon, il a un petit peu levé la voix à ce moment-là, mais il s'en est bien accommodé tout de même. Oui, ça a été une période pas si difficile pour lui, et c'est aussi pour ça qu'on ne le connaissait qu'aussi peu et qu'on l'a découvert lors de la campagne de la primaire. Alors avant de poursuivre ce débat, on retourne à Nantes, puisque Thème Nuit est en direct du meeting justement de François Fillon. On le disait, le candidat qui a continué de dénoncer des bassesses et des coups bas dans cette campagne, Tam. Oui, effectivement, un discours qui a porté notamment sur ce thème, un discours dans cette salle de Nantes pour 2500 places assises, mais étant donné le nombre de personnes debout, on peut estimer qu'il y a largement 1000 personnes de plus, avec un public acquis à sa cause. On a entendu résonner ici les François Fillon président, les applaudissements, les acclamations encore maintenant qui sont très présentes. Il faut dire qu'on est dans cette France du Grand Ouest, des Pays de la Loire, présidée par l'un des lieutenants fidèles de François Fillon, peut-être le plus fidèle, Bruno Retailleau. Les coups, vous l'avez dit, il les a déjà d'abord portés envers l'exécutif. Il a dénoncé le climat. Il a estimé qu'il faisait l'objet du plus grand système de dénigrement de la Ve République. Il les a aussi tout d'abord adressés à Emmanuel Macron, bien en forme dans les sondages, et qui est pour lui l'héritier de François Hollande, François Fillon, qui s'est situé dans la lignée de certains présidents de la République qui, estime-t-il, ont été attaqués. Le général de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac ou encore Nicolas Sarkozy. Et puis enfin, notez qu'il a aussi repris cette comparaison qui avait pu choquer avec Pierre Bérégovoy, mais cette fois-ci sous les acclamations du public. Pierre Bérégovoy qui pour lui s'est vu jeté au chien et qui a fait l'objet d'une tirée médiatique et politique. On le comprend, il estime comme lui. Merci beaucoup, Tam. On continue l'analyse et le décryptage de cette campagne de François Fillon avec vous, Eddy Fougier. On le voit aujourd'hui, ce meeting à Nantes. Il sera également à Quimper et à Toulon cette semaine, Strasbourg la semaine prochaine. Finalement, il a choisi de laisser à ses proches les affaires. On sait que 6 parlementaires LR saisissent aujourd'hui la justice pour se consacrer justement au terrain, à être au plus près des Français pour tourner justement, lui, cette page des affaires. C'est la seule option qu'il peut avoir, effectivement, parce que on le voit bien lorsqu'il entre dans le jeu du cabinet noir, des écoutes et autres, il a tendance plutôt à retomber dans ces affaires et dans les travers qu'on lui reproche. Donc il faut qu'il retourne au terrain sans nécessairement non plus réassurer son camp. Il faut qu'il élargisse un petit peu avec là effectivement son objectif, Frédéric Dabi l'a dit, c'est de transformer cette campagne qui est dominée aujourd'hui par la logique système-antisystème en une campagne plutôt traditionnellement droite-gauche, donc en convoquant un petit peu François Hollande dans cette campagne, en faisant en sorte que Macron soit vu comme le porte-drapeau, le porte-parole, le Hollande bis, parce que là, effectivement, sa seule marge de manœuvre, c'est de reconquérir les jupéistes, les proches de l'UDI, les proches du centre-droit, qui sont tentés par le vote Macron. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir, parce que sinon, dans une logique système-antisystème, là, on aura un deuxième tour Macron-Le Pen.
Et Frédéric Dabi, on le disait aussi, il y a ce sentiment peut-être pour certains candidats d'apparaître comme le candidat un peu main propre. Peut-être Jean-Luc Mélenchon qui, on le voit, remonte aussi et passe devant Benoît Hamon dans le dernier. Il connaît une vraie dynamique dans notre rolling. Je pense qu'il y a eu le double événement, le meeting Bastille-République, et puis le débat où les Français l'ont peut-être redécouvert, faisant preuve d'autorité, connaissant ses dossiers, avec sa gouaille et son humour, et puis il s'est bien mis dans le camp des candidats qui ont les mains propres. Il a été plutôt bon camarade vis-à-vis d'Emmanuel Macron, à la différence de Benoît Hamon, et très clairement, là on assiste à un vrai passage de relais en faveur de Jean-Luc Mélenchon, et on voit la limite de la candidature Benoît Hamon, trop socialiste et pas assez frondeur pour beaucoup d'électeurs de gauche, et trop, je dirais, frondeur et pas assez socialiste pour ces électeurs de François Hollande qui vont massivement chez Emmanuel Macron. Mais comme vient de le dire Eddy Fougier, c'est vrai que maintenant, François Fillon doit se construire une sorte de parenthèse enchantée en faisant campagne sur le terrain, en espérant des erreurs d'Emmanuel Macron, en essayant d'accoler, et il le fait depuis très longtemps, ça marche partiellement, mais ça marchera peut-être mieux avec des ralliements de poids du Parti socialiste, cette étiquette de continuité d'un Emmanuel Macron qui serait une sorte d'héritier de François Hollande, qui est un vrai repoussoir pour l'électorat de droite, mais on peut dire que malgré tout, il lui reste de moins en moins de temps. Très rapidement, Julien Ribucci, est-ce qu'il pourra un jour s'affranchir, François Fillon, de cette étiquette des affaires, selon vous ? Là, il lui reste 3 semaines à peu près pour refaire la chose qu'il a bâtie en 3 ans. Ça paraît assez compliqué, surtout qu'il n'a plus de directeur de campagne. Patrick Stefanini, qui était à la base de tout cet échafaudage, a claqué la porte. Lui, François Fillon l'a répété à plusieurs fois, une campagne, c'est 3 semaines maximum. Maintenant, on va voir s'il disait vrai à ce moment-là. Eh bien, merci Julien Ribucci. Je rappelle votre livre « Je ne suis pas un saint » aux éditions Latingo. Merci Eddy Fougier. Merci également d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Frédéric Dabi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous et à demain.